Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est la guerre en Europe en ce mois de décembre 1914, mais nous allons loin, très loin du théâtre des opérations, au beau milieu de l'océan Antarctique. On est bien au sud du Cap Horn et du Cap de Bonne-Espérance, sur l'île britannique de Géorgie du Sud, avec ses monts enneigés, ses collines qui sont encore un peu vertes par endroits, et puis les lacs glaciaires sous des nuées gigantesques et menaçantes. Dans le port baleinier de Grytviken, de 28 hommes se préparent à appareiller pour ce qui doit être une expédition dangereuse, la traversée du continent antarctique en bateau puis en traîneau à chien. On va partir de la mer de Weddell, qui est côté Atlantique, et finir dans la mer de Ross, de l'autre côté Pacifique. En tout, ça fait 2900 kilomètres, et à l'époque, ça n'a bien sûr jamais été fait. Le chef de cette expédition est un explorateur irlandais de 40 ans, un homme grand, robuste, au visage rectangulaire avec la raie au milieu du crâne et un regard clair assez marquant. Il s'appelle Ernest Shackleton. Il est doté d'une autorité naturelle, mais il y a autre chose pour Shackleton. C'est un homme cultivé, affable, sociable, enthousiaste, nous dit Jean-Louis Etienne. Des qualités inestimables quand on doit vivre pendant des mois dans des conditions climatiques extrêmes et dans une grande promiscuité, l'équipier idéal pour une première tentative vers le pôle Sud. Et c'est vrai que Shackleton est déjà parti à la conquête du pôle Sud en 1907, mais à l'époque il avait fait demi-tour au bout de 200 km. Et vous savez que finalement c'est Amundsen, bien entendu, qui le premier avait planté le drapeau norvégien, en l'occurrence au pôle Sud, et ça c'était en 1911. Il y a eu ensuite d'autres explorations, comme celle de Scott, qui se sont soldées par la mort de nombreux hommes qui se sont égarés dans les tempêtes ou engloutis dans les crevasses. On en a retrouvé quelques-uns complètement gelés. Pour cette transantarctique, Shackleton constitue son équipage avec soin. Il y a son second, Frank Wild, qui est un aventurier des glaces comme lui. Il y a un autre Frank, qui s'appelle Worsley, celui-là, capitaine de marine marchande, 4 officiers, 4 matelots, et puis alors mécanicien, cuisinier, charpentier, médecin, il y a même 4 scientifiques, un artiste peintre, un photographe, plus tous ceux qui assurent la maintenance à terre, au point de départ et d'arrivée. Bref, au total, une 50aine d'hommes, financés sur des fonds publics et privés. Et puis bien sûr, il y a un navire. Le navire en question est un superbe 3-mâts, un 3-mâts vapeur en bois, qui a été conçu pour naviguer en eau glaciale, pour fendre ce qu'on appelle le pack. Vous savez, le pack, c'est ce mélange d'eau, de glace qui peut évidemment faire pression sur les coques du navire, résister à la banquise dans une certaine mesure. Ce navire s'appelle, ça ne s'invente pas, l'Endurance. Je le prononce à la française. En décembre 14, tout est donc prêt. L'Endurance et son équipage mettent les voiles vers les 60e mugissants. Ils sont déjà partis pour la mer de Weddell. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il faut les imaginer zigzagant entre les blocs de glace. On est au moteur là, bien entendu. Ils pénètrent, on est une semaine après le départ, on les voit rentrer sous la neige dans le pack, dans cette mer de glaçons qui va s'épaississant, si je puis dire. Et puis ce sont les grands blocs de glace qu'il faut carrément briser. Au sud-est de la mer de Weddell, le navire progresse vraiment très lentement maintenant, et parfois il faut attendre que des canaux s'ouvrent dans ce qui commence à ressembler quand même à de la banquise. Les hommes en profitent pour descendre, à terre, pour descendre sur la glace, chasser le phoque. Ils franchissent le 78e degré de latitude sud. Vous voyez que là, on est vraiment très, 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 très au sud, dans des régions parfaitement inexplorées. Mais au matin du 19 janvier 1915, le navire est complètement immobilisé. De toute façon, il fallait s'y attendre. Ça y est, il est cerné, il est complètement pris dans les glaces.
Pendant des semaines, l'équipage va essayer de se frayer un passage, de fendre cette glace, mais il n'y a rien à faire. Et fin février, c'est l'hiver qui vient s'abattre sur cet équipage. On va rester coincé là jusqu'à la fonte, ça veut dire pendant 6 mois. Shackleton savait que tôt ou tard le navire serait bloqué, seulement il espérait s'approcher beaucoup plus près de la terre pour y établir un campement. Là, il va falloir hiverner non pas sur la terre, mais sur la banquise. On prépare le navire pour l'hivernage, on construit un igloo pour les chiens de traîneau, on fait des provisions de viande de phoque et c'est la longue nuit polaire qui commence. C'est assez angoissant cette affaire. Les hommes font ce qu'ils peuvent pour s'occuper, ils jouent au hockey sur glace, ils jouent au foot également. Ils remplissent les tâches routinières, on essaie de s'organiser de façon quasi militaire pour essayer de vaincre l'angoisse. Et pendant ce temps, le navire dérive en même temps que la banquise. Tout ça est assez normal, me direz-vous. Alors qu'ils étaient arrivés au sud-est de la mer de Weddell, les voilà emportés avec la glace vers le nord-ouest. Et ils se rapprochent en fait de cette grande péninsule antarctique qui est située au sud du Cap Horn argentin, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus loin de la destination qu'ils s'étaient eux-mêmes fixée au sud. À la fin du mois d'août, la glace commence à se fractionner, seulement là la pression des blocs est terrible. Ça pourrait évidemment broyer le navire. Début septembre, il est d'ailleurs complètement soulevé, ce navire. En octobre, nouveau mouvement de glace, le bateau s'incline de 30 degrés. Le 20 octobre, une plaque vient heurter la coque avec une puissance telle que le bois ne résiste pas, ce qui fait que, ça y est, une voie d'eau est ouverte. Elle n'est pas grande, au départ, elle fait quoi, 15 cm. Mais ça n'empêche pas qu'il faut pomper jour et nuit. Et il y a ces bancs de glace qui compriment l'endurance de plus en plus. La charpente produit des sons horribles, pareils à des coups de canon, décriront les marins. Et Shackleton, la mort dans l'âme, ordonne l'abandon du navire. On transporte tout ce qu'on peut transporter, tout l'équipement, les vivres, les chaloupes même. On emmène tout ça quelques kilomètres plus loin, toujours sur la banquise, pour établir un campement. Et c'est de là qu'impuissant, l'équipage de l'Endurance va assister au naufrage du navire, qui est littéralement broyé, qui est englouti par les glaces. Vous écoutez Radio Classique. Qu'est devenue l'expédition Shackleton? Pour tout vous dire, en Europe, on s'en moque un peu parce qu'on est en plein dans cette grande guerre. Évidemment, on ne pense qu'aux tranchées, au roulement d'artillerie et on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe là-bas, tout à fait en dessous du globe, si je puis dire. Ça fait 1 an maintenant que Shackleton et ses hommes sont partis et les voilà livrés à eux-mêmes sur cette banquise par moins 25 degrés, vous imaginez? Aucun moyen de communiquer avec la Terre la plus proche. Alors certes, les hommes en question ont des traîneaux, des chiens, de la nourriture déshydratée, ce qui pour l'époque est une nouveauté. Ils ont aussi des pilules de vitamines qui ont été découvertes 2 ans plus tôt et puis des tentes en forme de dôme. Mais une partie des provisions a dû être abandonnée dans le navire. Et Shackleton renonce à traverser le continent avec ses traîneaux. Il décide de se rapprocher simplement de la terre la plus proche. Alors on va constituer des caravanes de traîneaux et chercher à se rapprocher donc de cette terre ferme qu'on ne voit pas. De toute façon, tout ça est couvert de neige et de glace, bien sûr. Dans le petit groupe de l'expédition, ça commence à se mutiner. Le charpentier et le capitaine voudraient tenter de reprendre la mer avec des canots plutôt que de rester sur la banquise. Mais Shackleton est convaincu que ce n'est pas la bonne option. Il va devoir faire preuve d'autorité. Il ouvre son bagage, il en tire le contrat que tous les hommes ont signé et il lit: Sir Shackleton possède la seule autorité morale et légale sur cette expédition, que le bateau soit à flot ou au fond. Puis il prend le charpentier en aparté. Avance ou je t'abats pour mutinerie, lui dit-il. C'est pas un plaisantin, Shackleton. Mais quand il dit ce genre de choses, on a plutôt tendance à lui obéir. C'est ce que fait l'homme en question. Il est très important de rester groupé. La cohésion du groupe est absolument essentielle si on veut rester en vie.
Janvier 1916, on n'a presque pas progressé. Les blocs de banquise créent de véritables murs et des ravins qui sont infranchissables à traîneau. Puis la glace devient à certains endroits très fragile. Il faut donc faire extrêmement attention. Et pendant ce temps-là, on voit toujours nos hommes dériver. Ils sont complètement en perdition sur cette banquise. En avril, on est en 1916. En avril 1916, 2 événements se produisent. Le premier, à force de dériver avec la banquise, les explorateurs aperçoivent les montagnes blanches de l'île Éléphant, qui est au nord de la grande péninsule antarctique dans l'axe de l'Argentine. Et deuxième changement, la glace est maintenant suffisamment friable et dispersée pour qu'on puisse espérer pouvoir mettre les chaloupes à l'eau. Le 9 avril 1916, 28 hommes embarquent dans 3 chaloupes et les voilà qui feraient leur chemin dans cette espèce de labyrinthe de glaces et de canaux. Après 6 jours, ils atteignent l'île Éléphant. Ça, c'est de la terre ferme. Ils sont épuisés, mais ils sont sains et saufs. Ils établissent un nouveau campement à l'endroit le moins hostile possible, sur une langue de sable au pied d'un amas de roches. On est entre la banquise d'un côté et de l'autre une espèce de gigantesque falaise de glace. Seulement, ils ne vont pas pouvoir survivre sur cette île inhabitée pendant une saison entière, évidemment. Et un seul canot est assez résistant pour s'aventurer dans la mer la plus dangereuse qu'on ait jamais vue. Shackleton estime qu'il n'y a qu'une solution pour sauver l'équipage. 6 hommes prendront la mer sur ce canot, essaieront de rejoindre leur point de départ, l'île de Géorgie du Sud, et déclencheront à ce moment-là une opération de sauvetage pour aller récupérer les 22 autres. Est-ce qu'il vaut mieux faire partie du groupe des 6 ou du groupe des 22 ? Je vous laisse juge. Le charpentier renforce le plus gros des canots qui s'appelle James Caird, qui fait 6 mètres de long. Shackleton, le capitaine Worsley et 3 marins aguerris, avec le charpentier bien sûr, vont donc embarquer à bord 6 sacs de couchage, des provisions pour un mois, un peu de glace, un réchaud et puis c'est tout. Et les voilà partis pour 740 milles nautiques, 1300 km jusqu'à la Géorgie du Sud. Pendant des jours et des nuits, l'embarcation si fragile est secouée. C'est une petite coque de noix dans cette immensité blanche. Bien sûr, il faut traverser le terrifiant passage de Drake entre le Cap Horn et l'Antarctique avec les pires conditions qu'on puisse imaginer. Des vents à 80 km/h, des courants terribles, des vagues de 8 mètres de haut. Certaines font 15 mètres. Dans un ouvrage paru chez Paulsen, qui s'appelle Ernest Shackleton, le boss, Mirella Tenderini raconte le 9e de ces jours incroyables. Shackleton avait à peine pris son quart quand il crut voir une lueur entre les nuages, dit-elle. Ce n'était pas la lune, mais l'écume d'une vague plus haute que toutes celles qu'il avait vues en 26 ans de navigation. Il eut à peine le temps de hurler « Accrochez-vous, bon Dieu !» que déjà la barque était soulevée comme un bouchon. Après, alors, c'est des conditions dantesques. Le lendemain, nous dit-elle, Worsley put faire un nouveau point, accroché au mât par un bras, le sextant dans l'autre main. La route était correcte. Ils avaient parcouru 496 milles nautiques. Ils vont faire bonne route avec ce vent, ils avancent, ils avaient prévu assez de vivres, mais comme souvent, ce qui va manquer, c'est l'eau douce. Et heureusement, le 8 mai à 12h30, le matelot McCarthy crie « Terre, terre !» Et 2 jours plus tard, alors que le canot est sur le point de céder, que les hommes sont complètement assoiffés, les voilà qui accostent donc en Géorgie du Sud, dans la baie du roi Haakon. Ils ont navigué 15 jours sur ce petit canot. C'est un exploit absolument extraordinaire. Alors ils sont sur terre, mais ils sont pas pour autant tirés d'affaire. La base baleinière la plus proche se trouve de l'autre côté de l'île, ce qui veut dire qu'il faut encore franchir une chaîne de montagnes, et c'est pas des petites montagnes, avec des neiges, du blizzard, enfin... pour contourner l'île, il faudrait une nouvelle navigation, sauf que là, ce serait quasiment la certitude de se noyer. Non, il va falloir franchir ce massif à pied. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Cette traversée de la chaîne de montagnes sur cette île de Géorgie du Sud est une chose quasiment impossible. On n'a pas de carte terrestre, évidemment. Il faut trouver le bon col pour aller jusqu'à cette base baleinière de la baie de Stromness qui se trouve à 30 km. Mais vous avez, quand vous montez, des précipices qui peuvent faire jusqu'à 700 mètres. Donc il faut faire demi-tour, remonter ailleurs, trouver une nouvelle crête. Enfin, c'est un travail considérable. Ils vont finir par y arriver quand même, les hommes qui sont là avec Shackleton. Ils arrivent dans un état épouvantable, bien entendu. D'ailleurs, ceux qu'ils finissent par trouver de l'autre côté de la montagne, ce n'est pas la baie de Stromness. Ils sont à bout de force maintenant. Il y en a qui vont s'endormir comme ça, quasiment debout. Et après 5 minutes, Shackleton est là, qui les secoue. « Vous avez dormi une demi-heure, ment-il. Il faut repartir maintenant, sinon vous allez mourir de froid. » Et les voilà qui repartent dans une espèce de dépassement d'eux-mêmes extraordinaire. 40 heures de marche sans repos. 6 mois après l'abandon du navire, les voilà qui arrivent complètement harassés sur la base. Alors il y a d'abord 2 jeunes garçons qui les aperçoivent, qui s'enfuient en courant, et puis un grand-père qui les fixe comme s'il avait vu le diable. Finalement, le chef de base les accueille et il les écoute raconter l'invraisemblable épopée qui est la leur. C'est quasiment pas croyable. Immédiatement, une baleinière part pour aller récupérer tous ceux qui attendent. D'abord dans la grotte de la baie du roi Haakon, et puis après un repas et un bain et quelques heures de sommeil, eh bien on organise le sauvetage de tous les autres qui sont restés là-bas sur l'île Éléphant, les 22 marins. Il va falloir aller les tirer d'affaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et comme les glaces se reforment à nouveau, 3 tentatives vont échouer en 3 mois. Les 3 navires sont à chaque fois bloqués par ce que j'appelle, vous savez, ce pack-là, ces espèces de morceaux de glace qui dérivent dans tous les sens. Il faut rebrousser chemin à chaque fois. Et à la 4e tentative, c'est un remorqueur chilien qui parvient à proximité de l'île. Je cite de nouveau Mirella Tenderini. Un vent du sud avait repoussé au nord le pack qui emprisonnait l'île de l'Éléphant, ouvrant un bras de mer. Le brouillard masquait l'île, à peine visible sous une épaisse couche de neige. La tension était palpable, pendant que Worsley manœuvrait avec prudence pour éviter les écueils et les blocs de glace. Shackleton scrutait la plage qui se rapprochait, comptant une à une les silhouettes qui s'extrayaient du dessous des barques retournées. 2, 5, 7, et finalement un cri de bonheur. Ils sont là, ils sont tous là, vivants. Ils sont à bout de provisions, tous ces hommes qui ont attendu quasiment sans espoir d'être sauvés. On ne peut pas imaginer psychologiquement ce que ça veut dire, mais ils sont vivants effectivement. Et sous la houlette de Frank Wild, ils ont réussi à tenir. Ils avaient cette espèce de petite flamme de l'espérance qui les a maintenus. Ils savaient tous que celui qu'on n'appelait plus que le boss, Shackleton le boss, reviendrait les chercher. Évidemment, ai-je besoin de vous dire que toute cette aventure, même si elle n'a pas abouti, restera le plus beau, le plus bel exploit d'Ernest Shackleton. Vous écoutez Radio Classique.